Atelier de San Francisco, une petite centaine d'ingénieurs et de techniciens transforment des poids lourds en camions autonomes. On a des antennes pour le GPS, 2 caméras pour détecter les voitures et les voies, et ici un capteur et un radar. À l'intérieur, une cabine classique, avec un bouton qui permet d'enclencher le pilote automatique et un autre de reprendre le contrôle du véhicule en cas de problème. Au total, l'équipement d'un poids lourd coûte environ 30 000 $. Pour ces pionniers du camion autonome, l'industrie du transport routier a beaucoup à gagner. Le volume des biens transportés chaque jour par camion est absolument énorme. Mais cette industrie est vieille, assez inefficace et dépassée par les nouvelles technologies. Pour l'instant, le chauffeur gère encore les manœuvres et l'entrée sur l'autoroute. Mais à terme, le trajet entier pourrait se faire sans présence humaine à l'intérieur du camion. Dans son semi-remorque, Jess préfère ne pas y penser. Les robots, c'est bien, mais pour conduire un camion, non, je n'y crois pas. C'est mon gagne-pain. Qu'est-ce qu'on ferait d'autre? Avec des camions sans conducteur, l'industrie du transport routier pourrait économiser 168 milliards de dollars chaque année. Nous en sommes encore loin, surtout pour des questions sociales et de législation. Mais en pratique, la technologie sera bientôt totalement fiable et beaucoup plus sûre que ne peuvent l'être les humains sur la route. C'est évident qu'il faut le faire le plus tôt possible. Et les 1,7 million de chauffeurs routiers aux États-Unis pourraient de fait se retrouver au chômage.
Regardez-les, toute l'équipe de la matinale de France Info vous souhaite le bonjour. Merci France 24 de nous avoir accompagnés et informés durant toute la nuit. Effectivement, c'est France Info qui prend le relais sur le canal 27 de la TNT. Il est 6h, premier rendez-vous avec l'info. Et à la une de l'actualité, Karine Bastrégis. À la une, la Syrie et cet accord de cessez-le-feu à Alep, on en parlera évidemment en détail dans un court instant. À tout de suite. Il est 6h, bonjour et bon réveil sur France Info. 31 décembre 2016, dernier délai pour vous inscrire sur les listes électorales si ce n'est pas encore le cas. En mairie, par courrier ou via Internet, vous avez le choix, mais plus beaucoup de temps. Un accord de cessez-le-feu en Syrie, la fin des combats et des évacuations qui débutent. À Alep, les rebelles ont capitulé. On fera le point dans un instant avec Frédéric Hainaut. Et puis l'Arctique a connu son année la plus chaude jamais recensée dans les annales. Sa température est supérieure de 3,5 degrés à celle de 1900, début des relevés de température dans la région. Attention, nous sommes donc le 14 décembre, un peu moins de 3 semaines pour vous inscrire sur les listes électorales, si ce n'est pas encore le cas. Autrement, il vous sera impossible de voter, notamment pour la présidentielle. Voyez ce reportage de Georges Lédric. Vincent vient d'emménager au Havre, alors il se réinscrit sur les listes électorales. Avec son justificatif de domicile et sa pièce d'identité, la démarche ne lui prend que quelques minutes, mais elle est essentielle à ses yeux. Il y a certains partis qui sont plutôt en train de monter et qui me font un petit peu peur, et donc je préfère profiter d'avoir le droit de vote pour pouvoir m'exprimer, parce que je pense que c'est important. Un geste citoyen qui doit impérativement être effectué avant le 31 décembre, faute de pouvoir voter à la présidentielle de 2017, puis aux législatives. L'inscription peut également être effectuée par Internet. Les jeunes qui viennent d'avoir 18 ans sont automatiquement inscrits, mais peinent à se mobiliser. Est-ce que tu veux voter aux élections présidentielles? Oh, franchement, j'en sais rien. Est-ce que tu es inscrit sur les listes électorales? Je ne sais rien du tout non plus. Pour les retardataires, c'est la dernière ligne droite. Il ne reste que 3 petites semaines. L'actualité, c'est aussi l'état d'urgence reconduit en France pour la 5e fois consécutive depuis les attentats de novembre 2015. Suffrage exprimé 320, majorité absolue 161, pour 288, contre 32, l'Assemblée nationale a adopté. Non mais attendez, s'il vous plaît. Franchement, je ne comprends pas ces cris en fin de séance comme ça. Sur ce dernier vote, la France qui connaîtra ainsi sa plus longue période d'état d'urgence ininterrompue depuis la création de ce régime d'exception. Donc je continue à donner le résultat. Sachez en bref que la Tour Eiffel est fermée depuis hier en raison d'un mouvement de grève reconductible à l'appel de la CGT et FO et qui vise à dénoncer, je cite, l'infécondité du dialogue social avec la direction et l'absence de transparence sur les décisions stratégiques, fin de citation. La Tour Eiffel qui reçoit chaque année quelques 6 millions de visiteurs et emploie 300 personnes. Le mouvement pourrait donc être reconduit ce mercredi matin. Je vous le disais en titre, les rebelles d'Alep capitulent. Ils ont accepté un accord de cessez-le-feu avec les forces loyalistes, accord conclu sous la houlette de la Russie notamment, et qui leur permet de quitter la ville avec leurs armes. Stéphanie Dejarre. Sous une bruine qui rend l'exode plus pénible encore, ces habitants d'Alep-Est quittent le dernier bastion rebelle de la ville. Des cohortes de familles, épuisées par un long siège, les bombardements et les combats. L'évacuation se fait sous escorte de l'armée du régime de Bachar el-Assad, comme en témoigne un habitant d'Alep que nous avons pu joindre aujourd'hui. Bien sûr, il y a des familles qui se dirigent vers les forces du pouvoir, mais c'est parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles étaient encerclées par des milices, notamment iraniennes, alliées du régime. Et j'ai vérifié l'information. Plusieurs familles ont été exécutées sur place, soit par balles, soit brûlées vives. J'ai les noms de toutes les victimes. Des exactions commises par les milices du régime lors des combats.
Un carnage, selon les termes de l'ONU.